à l'école libre des hautes études. Et là, vous avez entre autres obtenu un Master of Art. Et plus tard, vous êtes rendu en France pour étudier pendant 6 ans à Sorbonne les lettres, la littérature française, la littérature grecque. Votre thèse de doctorat à la Sorbonne, vous l'avez soutenue sur la philosophie. Rappelez-moi le titre. La théorie de la connaissance chez Locke. Alors, comment avez-vous découvert la philosophie? Eh bien, j'ai découvert la philosophie justement en étudiant les lettres. Oui. C'est avec le professeur Rouillon, qui nous enseignait Platon, que je suis arrivé à découvrir la philosophie. Le professeur Rouillon nous expliquait, je me souviens, c'était un matin de mars, le professeur Rouillon nous expliquait l'allégorie de la caverne. Et là, j'ai senti une sorte de vertige, n'est-ce pas? Je me suis dit qu'il faut que je m'intéresse à la philosophie. Voilà pourquoi je me suis toujours considéré comme une sorte de transfuge des lettres. Et moi, j'imagine que cet amour pour la philosophie, on peut le comprendre tout au moins, a dû être sérieusement forcé par les professeurs qui enseignaient à l'époque à la Sorbonne, Georges Gurvitch, Gaston Bachelard. J'ai eu réellement à la Sorbonne une pléiade de professeurs qui sont tous devenus de grands pontifes de la pensée. Ce que je pourrais même appeler avec Cicéron des patriciens de l'intelligence. J'ai eu effectivement Jean Laporte, qui m'a enseigné le cartésianisme. J'ai eu Hippolyte, qui m'a enseigné Hegel. J'ai eu Bachelard, qui m'a enseigné l'épistémologie, le Seine, la morale, Gurvitch, la sociologie. Bachelard, tous ce sont des professeurs, et principalement Bachelard, qui m'ont grandement marqué. Alors si l'on revient à votre thèse de doctorat, vous avez choisi comme sujet la théorie de la connaissance chez Locke. Qu'est-ce qui a déterminé ce choix? Eh bien, Locke, justement, c'était le professeur David qui nous enseignait Locke, et j'ai découvert que Locke avait posé presque avant Kant le problème de la connaissance tel que Kant l'a formulé dans cette phrase si simple: que puis-je savoir? Alors oui, mais vous auriez pu tout aussi bien parler de Bacon et de Hume, qui traitent eux aussi des problèmes de la connaissance. Eh bien, Hume et Bacon a parlé davantage de la manière d'acquérir la connaissance. Le travail de Bacon est essentiellement un travail de méthodologie. Quant au travail de Hume, le travail de Hume intéresse certainement la connaissance, mais Hume veut surtout ramener plutôt la connaissance à une sorte de sentiment. Ce qui intéresse Hume, c'est le problème de l'abstraction et de la généralité. Mais pour savoir le problème de la validité de la connaissance, je crois que ce problème a été plus clairement posé par Locke que par Hume lui-même. Alors comment comprendre la connaissance par rapport à l'histoire? Enfin, je veux dire, comme le pensent certains philosophes d'ailleurs, y a-t-il une condition historique de l'existence humaine qui précède la connaissance historique? Ah, vous voulez dire plutôt? Je crois que la connaissance est liée aux divers âges de l'histoire. Et cela, ce n'est pas nouveau, car en réalité, Auguste Comte l'a déjà fait voir. L'intelligence passe effectivement par des âges. Et le moment historique détermine la modalité et la validité de la connaissance, et je dirais même l'efficacité de la connaissance. Alors, professeur Jean-Claude, nous allons remonter un petit peu dans les temps anciens où nous allons normalement rencontrer les philosophes grecs pour mieux saisir cette discipline que l'on tend à considérer aujourd'hui comme une discipline morte. Mais d'abord, pourquoi les philosophes dans une société? Eh bien, je vais vous dire, ceux qui considèrent la philosophie comme une discipline morte sont eux-mêmes déjà des intellectuellement morts. Je crois que notre temps, plus que jamais, a besoin de l'activité philosophique. Car plus que jamais, le problème de la connaissance, ses possibilités, sa validité, et maintenant, le problème de la connaissance, le problème de l'action,
car notre action est de plus en plus déterminée par notre savoir qui devient technique. Je crois là encore, plus que à tout moment historique, la tâche de la philosophie est de nous éclairer. Car le technicien peut être souvent, n'est-ce pas, celui qui sait faire, mais celui qui ne sait pas à quoi son faire est bon. Et à ce sujet, je m'appelle un mot d'Épictète. Le philosophe ne sait pas jouer de la lyre, mais il sait à quoi cela est bon, ce que peut-être le plus habile joueur ne sait pas. Ah oui. Moi je pense qu'on pose souvent cette question parce que les philosophes ne semblent exister que dans la mesure où ils continuent un certain type de questions inaugurées par les Grecs, Platon, Aristote, Socrate. Je crois qu'au fond, le propre de la philosophie, c'est de poser des questions. Ouais. Et non pas à proprement parler de répondre à ces questions. Toute réponse à une question philosophique ne peut être une réponse transitoire. Car et le charme même, l'utilité de la philosophie réside non dans la solution, mais dans la question. L'homme est un animal qui se pose des questions. Et je crois que le philosophe est le type par excellence de cet animal. Et que pensez-vous de cette phrase d'un philosophe? Nous sommes entrés après Nietzsche dans une période qu'on pourrait appeler critique. Nous n'avons, dit-il, que des débris de la grande tradition et des exercices critiques autour de significations qui s'éloignent de nous. Eh bien, ça signifie, d'après moi, ça signifie que Nietzsche a constaté ce qu'il appelle le naufrage des valeurs. Ouais. Valeurs concernant le savoir, valeurs concernant l'action, et valeurs enfin sur la destinée de l'homme. Voilà pourquoi d'ailleurs Nietzsche a tant insisté sur le problème de l'illusion, cette erreur au second degré, alors que nous croyons croire, nous croyons savoir, mais en réalité nous ne savons, nous ne savons pas. Et pour Nietzsche, nous n'arriverons jamais peut-être à savoir. Croire qu'on peut effectivement savoir, c'est la suprême illusion. C'est le doute philosophique. Le doute philosophique est tout autre chose. Le doute philosophique, c'est une sorte de mise en garde, c'est une sorte de propreté de l'intelligence qui évite justement la précipitation. Le doute philosophique n'est pas le doute comme système, c'est-à-dire qui pose que la vérité ne peut pas être atteinte, mais c'est le doute qui prépare l'esprit pour atteindre la vérité. C'est le doute méthodique. Il est certain qu'il ne peut y avoir de philosophie sans histoire de la philosophie, mais l'effort à faire, ce serait peut-être d'éviter la répétition pour une certaine réactualisation des choses. Oui, naturellement, il n'y a rien sans histoire. Oui, c'est certain. Il n'y a aucun phénomène de civilisation qui ne soit un phénomène situé dans le temps, c'est-à-dire qu'il soit un phénomène historique. Vous voyez. Depuis de tout le temps, le grave problème de la philosophie sera toujours qu'est-ce que l'homme? Ah oui. C'est le problème que le Sphinx posa jadis à Oedipe. Mais le propre même de la philosophie, c'est justement de transformer ces événements en expériences. Car notre vie est un ensemble d'expériences. Et le cadre de nos expériences varie avec le cadre de notre savoir. Voilà pourquoi, tout en posant les questions, tout en questionnant, on ne pose jamais les mêmes questions. Alors est-ce que, selon vous, l'objet de la philosophie académique ne devrait pas être une réflexion sur les idées, les catégories politiques, sociales, etc. Il n'y a pas de domaine, il n'y a pas de chasse gardée dans le domaine de la philosophie. Toute question est question philosophique. Dès que la question est une question de valeur, dès que la question est une question de fin en soi, voyez-vous, c'est-à-dire une question ontologique, cette question-là laisse le plan du fait pour passer sur le plan de l'axiologie, qui est essentiellement le plan de la valeur.
Alors je vous ai posé cette question en vue d'arriver à déterminer dans quel sens la philosophie pourrait exercer une fonction sociale, tel le rapport de l'homme avec les institutions, le mariage, le monde technologique. Mais vous savez, notre grand problème à l'heure actuelle, c'est justement ces questions-là. Le philosophe ne peut pas rester indifférent au monde de la technique, car l'homme ayant créé un monde artificiel qui a changé le monde et qui est pour lui devenu un monde naturel, il faut que le philosophe se pose la question de cette validité. C'est la question, n'est-ce pas, que Bergson a posée. La science et la technique, justement, nous obligent maintenant à changer nos rapports avec autrui, car la science et la technique nous a changé aussi. Car ce n'est un secret pour personne, tout travail de l'homme sur la matière et sur les choses est aussi un travail de l'homme sur lui-même. De ce mot si heureux et si profond de notre grand maître Emmanuel Mounier. En travaillant, l'homme se travaille toujours. Donc il appartient à la philosophie de se poser, n'est-ce pas, ces questions-là. Mais est-ce que selon vous, la philosophie n'est pas menacée par la science? La philosophie ne saurait être menacée par la science. Croire que la science peut remplacer la philosophie, ça a été un vieux rêve positiviste, n'est-ce pas, qui a sombré heureusement dans l'oubli. Puisque, qu'on le veuille ou non, il faut que la science elle-même, un jour, se pose la question: à quoi je sers? Quelle est ma valeur? Or, en posant cette question, la science laisse obligatoirement le plan de la science, qui est le plan objectif, le plan de l'explication par des lois, pour se poser le problème de sa propre valeur. Kant l'a dit, toute la philosophie peut se résumer à ces trois questions. Que puis-je savoir? C'est le problème de la validité, de la valeur de la science. Que dois-je faire? C'est le problème de notre action morale. À quoi dois-je m'attendre? C'est le problème de notre destinée. C'est la critique de la raison pure. Critique de la raison pure. Non, c'est pas la critique de la raison pure. C'est tiré, n'est-ce pas, dans le début du prolégomène à toute métaphysique qui veut se présenter comme une science. Comme vous voyez, il est donc difficile de parler de la philosophie sans reprendre les idées déjà inaugurées par les Grecs, ce qui, entre autres, a amené certains philosophes à parler d'une crise de la pensée philosophique. À tout à l'heure. Allez visiter cette superbe conception architecturale, le Mont Pana. Vous sûrement, vous n'avez peut-être jamais visité un musée. Et même par ailleurs, vous en trouverez un qui retrace aussi largement votre histoire, avec autant de charme, avec une si grande diversité d'objets. Et c'est sans doute pour cela que le musée du Panthéon national haïtien a tellement attiré votre attention. L'occasion vous est offerte aujourd'hui, il faut en profiter. Vous devez y aller vous aussi. Vous y trouverez toutes les richesses historico-culturelles de notre patrie, la vôtre, telle que... Non, allez-y vous-même, Champ de Mars, à côté du Palais national. Alors, professeur Jean-Claude, prenons la question politique qui inévitablement concerne tout le monde. La science politique, vos moyens, elle suppose, si vous voulez, que l'homme est déjà impliqué dans des institutions, que ces institutions ont une histoire. Alors, le problème du philosophe ici, ce serait de savoir quelle est la valeur d'entrer en institution. Est-ce que l'homme peut exister en dehors de milieu institutionnel? L'homme ne peut pas exister en dehors de milieu institutionnel. Et c'est encore Aristote qui l'a dit, tout homme, l'homme est essentiellement un être sociable, un zoon politikon. Or, il n'est aucune manifestation de culture et de civilisation qui ne soit intégrée dans une société donnée. Mais il appartient justement à la philosophie de se poser, n'est-ce pas,
la question de la validité de cette société. Il appartient à la philosophie de se faire une image, une idée de l'homme, de ce qui lui convient, de ce qui ne lui convient pas, de ses droits. Car le problème des droits de l'homme est essentiellement un problème philosophique, car ça suppose une représentation, une vision de l'homme dans sa plénitude. Mais plus précisément, comment doit-on comprendre l'activité philosophique? L'activité philosophique, vous l'avez dit, est essentiellement une activité réflexive. C'est-à-dire, c'est une activité dans laquelle le sujet lui-même se met en question, met son agir en question et met sa destinée en question. Alors moi, je voudrais surtout dire, pourquoi commence-t-on à faire de la philosophie? Pourquoi on surgit comme produit d'une activité? Déterminer ces systèmes conceptuels dénommés philosophie. On a toujours fait de la philosophie. La philosophie a toujours existé. La philosophie est aussi vieille que l'homme. Sans doute, il y a une philosophie qui est une philosophie avant la philosophie réflexive. Et cette philosophie-là, on la trouve déposée dans les mythes. Par exemple, lorsque vous prenez un conte haïtien, comme Zen Tézin, que nous racontons comme un conte, mais moi que j'interprète comme un mythe, car derrière tout cela, il y a une vision de l'action humaine, il y a une vision de la conduite de l'homme en situation. N'est-ce pas? C'est l'être du monde, l'être de l'homme, dans ses rapports avec l'être en général, que très souvent le mythe traite, sans que celui qui traite le mythe en ait une conscience plus ou moins claire. Voilà pourquoi je parle de philosophie avant la philosophie réflexive. Si vous prenez le mythe de Prométhée, n'est-ce pas, le mythe d'Oedipe, tous ces mythes-là qui sont des mythes élaborés sont en réalité des visions maintenant du monde. Or, une vision du monde est une philosophie. C'est un bon sujet, philosophie. C'est un magnifique thème de philosophie. L'objectif de la philosophie était initialement de chercher à comprendre le monde pour le dominer et le changer, c'est-à-dire agir sur la vie des hommes en société. Aujourd'hui, c'est quoi? Ah, attention. Au début, philosophie et science, n'est-ce pas, c'était, pour ainsi dire, marié. Mais ce mariage était en réalité une mésalliance. Voyez-vous. Car lorsque vous regardez bien, par exemple, vous regardez Socrate, n'est-ce pas? Ce que Socrate a fait, c'est non pas d'expliquer à proprement parler le monde, ce qui est la tâche de la science, n'est-ce pas? Et Merleau-Ponty, ce que Merleau-Ponty dira plus tard, le rôle de la philosophie n'est pas d'expliquer le monde, mais de comprendre l'insertion de l'homme dans le monde. C'est une définition admirable du rôle de la philosophie. Il n'appartient pas à la philosophie d'expliquer le monde. La philosophie, c'est une réflexion au second degré. Expliquer le monde, c'est la tâche de la science. Mais à cette époque, chaque philosophe connaissait une branche scientifique. Et à cette époque, n'est-ce pas, chaque philosophe était un savant. Même si le philosophe aujourd'hui n'est pas un savant spécialisé, mais il doit être extrêmement informé sur l'évolution de la science. Car notre savoir aujourd'hui, n'est-ce pas, reste et demeure un savoir scientifique. Donc, si l'on ne connaît pas l'évolution de la science, si l'on ne connaît pas les données de la science, on ne peut pas réfléchir sur sa valeur, n'est-ce pas, sa possibilité. Là, on risque de sombrer dans le verbiage. La philosophie est donc en quelque sorte une discipline qui embrasse la totalité du savoir, partant de ces trois notions fondamentales, le jeu, la liberté et l'histoire. Quand on dit que la philosophie embrasse la liberté, la totalité, n'est-ce pas, du savoir, je dirais moi-même que la philosophie, effectivement, peut réfléchir sur tous les domaines, n'est-ce pas, du savoir. Mais cette classification, n'est-ce pas, en trois thèmes, le jeu, la liberté, car toute liberté ne peut être qu'une liberté de jeu.
seul le moi, seul un je peut être libre. Donc on ne saurait faire de la liberté, n'est-ce pas, un thème séparé du je. La liberté, c'est la liberté de quelqu'un, d'un homme, et un homme, n'est-ce pas, c'est un je. C'est une personne. Et c'est peut-être à partir de ces trois notions que Jean-Paul Sartre a conçu sa théorie du néant, l'existentialisme. Ah, il y a là beaucoup d'erreurs dans votre question, je suis désolé, n'est-ce pas. La néantisation, n'est-ce pas, de l'existentialisme, c'est un concept très précis. Si vous permettez, n'est-ce pas, je vais dire quelques mots sur ce que c'est que le néant. Néantiser, n'est-ce pas, dans la pensée sartrienne, c'est poser la chose sous la modalité de l'absence. Voici ce que Sartre appelle le néant. Le néant, donc, n'est pas l'absence de l'être. Le néant, c'est la représentation de l'être comme absent. Si là, en ce moment, vous êtes en train de penser à votre fiancé ou bien et que votre fiancé ne soit pas là, n'est-ce pas? Je peux dire, en langage sartrien, que vous avez néantisé votre fiancé. Donc c'est une interprétation de l'existentialisme ou c'est la vraie interprétation? C'est pas une interprétation. C'est l'interprétation. C'est l'interprétation. C'est la définition même. En fait, si on pouvait parler d'orthodoxie en philosophie, c'est la définition orthodoxe, n'est-ce pas, du néant. Alors je veux surtout dire aujourd'hui nos problèmes philosophiques sont différents et la philosophie existentialiste ne peut guère leur apporter une réponse. Cette critique est d'un philosophe. Je crois que cette critique est injustifiée. Quand on dit que la philosophie existentialiste ne peut apporter une réponse à nos problèmes à nos problèmes, cela suppose que la philosophie apportait des réponses à des problèmes. Or, nous venons de voir que la philosophie pose des questions. Et le philosophe répond lui-même à ces questions. Il répond en fonction d'un système qui lui est propre. Cette réponse, vous pouvez l'accepter, comme vous pouvez ne pas l'accepter. C'est certainement un philosophe qui a dit ça. Car tout philosophe a une certaine tendance à croire que sa philosophie est la philosophie. Or, je sais effectivement aujourd'hui, Sartre est très attaqué par un courant de pensée qu'on appelle les philosophes de la mort de l'homme, représenté par le structuralisme, Foucault, n'est-ce pas, et toute cette pléiade. Ce sont des philosophes qui nient l'homme. Foucault affirme que l'homme est une création récente et qui est appelée à disparaître et que tout doit s'expliquer par des structures. Vous voyez? Donc, alors que Sartre représente cette grande tradition qu'on appelle l'humanisme, on entend par humanisme cette philosophie qui pose que tout problème est problème humain et que tout ce qui se fait en économie, en science, en politique, ne peut se faire que par l'homme et pour l'homme. Et l'homme est capable de résoudre tous les problèmes de l'homme. Quand on annonce la mort de l'homme, il y a des penseurs qui annoncent la mort de l'homme. C'est-à-dire que l'homme va disparaître, il n'y aura plus de sujet. La mort du sujet, c'est-à-dire la mort de la conscience, n'est-ce pas? On peut considérer, n'est-ce pas, que pas seulement Sartre, mais tout le courant humaniste de la philosophie, n'est-ce pas? Courant humaniste de la philosophie qu'on peut faire remonter indifféremment, soit à Platon, n'est-ce pas, soit à Descartes, soit à Socrate, n'est-ce pas, comme on veut. On peut parler, n'est-ce pas, de l'inutilité de Sartre. Mais je crois que c'est ce jugement qui est un jugement inutile, car aucun philosophe n'est inutile, car tout philosophe porte un message qu'une conscience humaine peut toujours intercepter et trouver dans ce message un aliment, une force, une puissance
pour élaborer son propre message. Ouais. Certaines images tragiques du monde contemporain, telles le risque de guerre, l'impossibilité de la paix entre les deux supercamps, les victimes des camps de concentration nazis, les victimes de la guerre du Vietnam, autant d'images auxquelles les philosophes d'aujourd'hui doivent s'affronter. Mais hélas, voilà pourquoi nombreux sont ceux qui luttent pour la philosophie d'aujourd'hui. À tout à l'heure. Que vous soyez sculpteur, forgeron, tailleur, mécanicien, électricien, cordonnier, charpentier, médecin, ingénieur ou agronome, peu importe, c'est que vous apprenez quelque chose. C'est ça la vie. Faut qu'on apprenne au métier. Alors cette critique était de Paul Ricoeur, que vous connaissez peut-être. Il a voulu expliquer le décalage entre l'homme et le devenir scientifique, le point d'ancrage de la philosophie sur la vie réelle. Et je suis étonné qu'une pareille pensée soit de Paul Ricoeur. Car Ricoeur est en lui-même un philosophe humaniste. D'abord, Ricoeur est un de ces hommes étant de la famille, d'une famille philosophique qui est très proche, qui est la mienne, le personnalisme, qui est un humanisme, et Sartre aussi est un humanisme. Je m'étonne que Ricoeur, n'est-ce pas, j'aimerais avoir la référence exacte, n'est-ce pas, où Ricoeur a dit cela. La philosophie d'aujourd'hui, collection Gouillon, bibliothèque Larousse. Alors, il a certainement dit ça dans une visée polémique. Dans une interview. Dans une visée polémique, c'est ça, n'est-ce pas? Une visée polémique, car vous savez, n'est-ce pas, les philosophes, entre eux, n'est-ce pas, aussi, s'entre-déchirent. C'est une cité qui n'est pas une cité de paix, c'est une cité qui est une cité en polémique perpétuelle. Ce qui a fait croire, n'est-ce pas, aux profanes insouciants que la philosophie était inutile. Alors c'est de la manifestation même de la vie de la philosophie. Oui. Et c'est peut-être même ici qu'il a dit qu'on a vu renaître avec la difficulté rencontrée par la philosophie, une philosophie de la science, c'est-à-dire une recherche épistémologique qui marque la pensée contemporaine. Et cette recherche épistémologique qui marque la pensée contemporaine, c'est justement ce mouvement qui nie l'homme. Oui. Et que Ricoeur, en aucune façon, ne peut accepter. Ce sont les philosophes de la mort de l'homme. Et il n'y a pas seulement des philosophes là-dedans. Il y a Ricoeur, Ricoeur, il y a Foucault, qui est le grand pontife, qui vient de mourir. Philosophe d'ailleurs auquel je rends un hommage extraordinaire, car son livre d'histoire de la folie reste un livre extraordinaire. Et tant d'autres livres, mais dont je suis très éloigné, n'est-ce pas, sur le plan de la pensée. Ce qui fait la grandeur et le danger de nos spéculations intellectuelles, c'est qu'elles imposent à l'esprit un effort disproportionné aux connaissances dont il dispose. Ah, bon. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il y a une certaine hâtivité à l'heure actuelle. Des gens peuvent croire qu'ils peuvent effectivement parler de n'importe quoi, n'importe comment, sans que l'intelligence elle-même soit informée. Voilà pourquoi ils aboutissent à des contresens, n'est-ce pas? Ils pensent dire quelque chose, ils ne disent rien, ils substituent, n'est-ce pas, l'activité de la pensée, ils remplacent l'activité de la pensée par des mots. Vous voyez, là, c'est une forme, n'est-ce pas, de la magie. Beaucoup de gens croient qu'en répétant des mots, n'est-ce pas, ils disent quelque chose. Ce qui est extrêmement grave et ce qui est souvent le propre des pays sous-développés comme les mots. D'autres emploient des mots sans savoir exactement la signification de ces mots. Alors ils tombent sous ce jugement terrible de Locke. Pour eux, dit Locke, les mots ne servent qu'à masquer leur ignorance. Les mots sont les cachettes de l'ignorance. J'aime citer les grands philosophes. Si l'on cite Kant, on trouve que dans le temps, dit-il, aucune connaissance ne précède en nous l'expérience et tout commence avec elle.
Cela veut dire oui, ce code veut dire que toute connaissance commence avec l'expérience, oui. C'est-à-dire toute connaissance est la stimulation de l'expérience. Mais attention, l'esprit qui perçoit a déjà les structures qui informent l'expérience. Mais vous me faites faire un cours de... Ah oui, mais c'est intéressant quand même, il y a vos élèves qui vous écoutent. Professeur Jean-Claude, pour parler de l'enseignement de la philosophie chez nous en Haïti, je veux commencer par l'inquiétude de l'élève devant une pensée philosophique à commenter. Cet élève est en philo au lycée Pétion et on lui propose le sujet que voici. La philosophie, pourrait-on dire, est en tant que telle interrogation d'elle-même. Philosophie, c'est se demander ce qu'est la philosophie. Le philosophe créateur est celui qui repart à neuf, comme si rien n'avait été définitivement établi, comme si pour la première fois, un homme isolé par sa réflexion s'interrogeait sur l'essence vécue et sur le sens de tous les sens vécus. Si le philosophe, au bout de sa recherche, se croyait sage, il cesserait de l'être et à nouveau, il devrait s'interroger sur le sens même de la sagesse. C'est de Raymond Aron. Alors la question qui est posée à l'élève est celle-ci. Comment expliquer cette distance de Raymond Aron face à la philosophie et à son objet? Jamais, je connaissais ce texte de Raymond, mais jamais je n'ai trouvé une aussi belle définition de la philosophie et qui réponde à ma conception de la philosophie. En réalité, c'est la conception socratique de la philosophie. C'est la conception générale de la philosophie, réflexion sur soi, sur les choses et sur les autres, sur nos rapports avec les choses et avec les êtres. Autrement dit, c'est une conception qui pose qu'en réalité, ce que nous croyons savoir n'est pas en réalité le savoir, et que notre devoir, c'est justement de mettre en question notre propre savoir. La seule chose que je crois savoir, disait Socrate à un candidat qui se présentait à la philosophie, c'est que je ne sais rien, ou ce que je sais n'est rien. Ah oui, on peut tourner. Oui, allez-y. Oui. Donc, ce qui veut dire, pour déjà s'interroger sur son savoir, il faut qu'on ait effectivement un savoir. Car cette attitude n'est pas une attitude de l'ignorant. Car l'ignorant est justement souvent celui qui ne sait pas, mais qui croit qu'il sait. Or, c'est justement pour éviter cela que Raymond Aron donne cette définition de la philosophie qui est de la ligne traditionnelle de la philosophie socratique. D'ailleurs, vous savez, lorsqu'on s'interroge comme ça sur le savoir, ça embête tout le monde. Car les hommes ont besoin de certitude. Les hommes n'ont peut-être pas besoin d'évidence, ils ont besoin de certitude. J'entends par certitude le fait d'adhérer, n'est-ce pas, à son jugement, comme si le jugement était vrai. Mais je peux avoir la certitude de la vérité sans que objectivement, n'est-ce pas, j'ai la vérité. Voilà pourquoi Descartes, qui est dans la tradition, n'est-ce pas, de cette définition, nous a posé dans le discours de la méthode cette règle fondamentale: n'accepter pour vrai aucune chose avant que je ne la connusse. Évidemment être telle. C'est-à-dire, il faut que notre affirmation repose sur des raisons qui soient irréfragables aux yeux de la raison. Et on peut conclure provisoirement, la philosophie ne sait pas ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle n'est pas. La philosophie peut-être ne sait pas ce qu'elle est, n'est-ce pas? C'est une formule
qui a l'air d'une boutade, mais qui dit bien ce qu'elle dit. Parce que la philosophie ne sait pas ce qu'elle est. Ça signifie qu'on ne peut pas comme ça, de but en blanc, donner une définition à quelqu'un qui n'a pas déjà fait une réflexion, qui n'a pas déjà réfléchi. Voilà pourquoi il est si difficile de faire comprendre ce que c'est que la philosophie à des adolescents. Alors là, excuse, c'est vous qui venez m'agacer. Ah oui, quand même. Alors Platon justement disait ce mot fameux, la philosophie qui devait être le loisir et le travail de l'âge mûr est livré aujourd'hui à des imberbes. Est-ce que vous voyez? Alors la définition, cependant, cette définition a été proposée à un jeune homme, n'est-ce pas? Le professeur a dû certainement d'abord lui faire quantité de cours pour lui montrer ce que c'est que la philosophie. Et ce devoir est un devoir, c'est comme devoir, un très bon devoir. Un très bon devoir. Sans connaître le professeur, je lui présente mes félicitations. Alors, de concert avec les adeptes de la philosophie d'aujourd'hui, nous pensons que les philosophes devraient marcher aux côtés des hommes d'aujourd'hui en prenant en compte l'ensemble de leurs problèmes, de leurs souffrances comme de leurs espérances. D'ici quelques instants, nous vous reviendrons. Le carrefour de toutes les idées. Format 60, le meilleur rendez-vous du mois. Alors certains professeurs haïtiens considèrent aussi l'enseignement de la philosophie dans les classes terminales chez nous comme une absurdité. Par vous, très certainement. Ah, non, ces professeurs-là, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, je les aurais révoqués. Et pourquoi? Parce que je considère ça, n'est-ce pas, comme une agression violente de l'ignorance. Alors je crois que l'absurdité réside dans le fait qu'on peut parler de l'enseignement de la philosophie au niveau de la classe terminale. Considérez vos études, vous avez dû passer 6 ans à la Sorbonne, 10 fois 12 mois pour être ce que vous êtes aujourd'hui. J'ai même craint de dire philosophe. Alors, on n'est jamais philosophe. Je ne suis qu'un étudiant. Je crois qu'un homme qui se respecte, n'est-ce pas, ne peut accepter aucun type de catégorie, philosophe, savant, n'est-ce pas. Il aurait dû dire plutôt qu'il est un étudiant en philosophie, un étudiant en sciences. Car ce que l'on sait n'est rien auprès de ce qu'on devrait savoir. Mais ce qu'on devrait savoir n'est rien auprès de ce que peut-être personne ne connaîtra jamais. Vous enseignez la philosophie à vos élèves, mais est-ce que vous pensez que votre message passe vraiment? Est-ce que je n'ai jamais rencontré une classe de philosophie qui n'ait vibré à un cours de philosophie. Un cours de philosophie bien fait ne peut qu'intéresser des adolescents. Car l'adolescent, c'est l'âge de l'interrogation. L'adolescence plutôt, c'est l'âge de l'interrogation. Et un jeune homme qui, justement, à cet âge-là, ne serait pas interrogateur, je me dirais, si ce n'est pas en réalité un vieillard métamorphosé par je ne sais quelle méchante fée, un jeune homme. Quel genre de professeur êtes-vous? Le moins réalisable, monsieur, je ne répondrai pas à cette question. Connaissez-vous vous-même? Je ne saurais me connaître moi-même, car je sais que personne ne peut se connaître. Avec d'ailleurs les dimensions que la psychanalyse a trouvées à l'homme, ce que je crois être peut être, ne pas être mon être. Mais je sais que vous étiez un bon élève. Ah oui, j'étais un bon élève, mais un bon élève qui n'a jamais aimé l'école. Ah oui, pourquoi? Ma dernière année, je me souviens encore, la dernière fois que j'ai fait l'école buissonnière, j'étais en classe de philosophie. Je n'ai jamais aimé l'école. C'est peut-être là la contradiction, n'est-ce pas, en toute de la vie humaine. Cet homme qui n'a jamais aimé l'école et qui aurait pu faire toute autre chose est devenu professeur. Et qui plus est, je ne suis pas un professeur d'accident, je suis un professeur de vocation.
J'ai choisi l'enseignement. J'ai choisi l'enseignement. Encore, je m'excuse, je vous dirai avec Cicéron, dans cet enseignement, justement. J'ai élevé, n'est-ce pas, ma tante, et je crois que d'autres élèveront pour moi mon tombeau. Alors, lauréat aux examens du bac en 1939, aujourd'hui, vous enseignez la littérature, la philosophie à des élèves qui, eux, échouent en nombre imposant au bac chaque année. Comment expliquez-vous cette situation? Le fait par des élèves d'échouer au baccalauréat n'est pas en lui-même un drame. Oui. Les examens sont faits pour que les élèves échouent. Ah oui. Sans quoi il n'y aurait pas d'examen. Sans quoi il n'y aurait pas d'examen. L'année où j'ai passé mon bac, en 1939, c'était sous le ministère du président. Et c'était sous le ministère de celui qui est devenu après le président du Marseille, qui était ministre de l'Éducation nationale. Ça a été un échec total. N'est-ce pas? Mais l'échec du baccalauréat actuellement a des causes qui sont datées. Puisque en histoire, les mêmes faits ne se répètent pas. L'histoire n'est pas un éternel recommencement. Nous venons de ça de le dire. Les raisons sont multiples. Il y a d'abord, quelque bizarre que ça puisse être, la responsabilité incombe aux professeurs, aux directeurs d'école, aux parents, aux élèves et aux responsables de l'État. Et après tout, à tout le monde. À tout le monde. Car, je vais vous dire une chose, monsieur. Il est impossible que des écoles sortent de terre comme ça, comme des champignons. Vous m'avez posé là une question délicate. Oui. Mais moi, dès qu'on me pose une question, je préfère ne pas parler plutôt que de ne pas dire ce que je pense. Vous pouvez dire ce que vous pensez. Hein. N'est-ce pas? Oui. Je crois, moi, que ce n'est pas normal que des écoles poussent comme ça, comme des champignons, sans que l'on se préoccupe de la valeur, de la possibilité de ceux qui vont enseigner. C'est certain. Car le problème de l'enseignement n'est jamais un problème de l'enseignement. Le problème de l'enseignement est toujours un problème national. Peggy écrivait que les crises de l'enseignement ne sont jamais des crises de l'enseignement, mais des crises de vie. On ne contrôle pas les institutions scolaires. On ne contrôle pas les institutions scolaires. Ainsi. Alors il peut y avoir une autre explication à l'échec de nos étudiants au bac. À l'école, vous enseignez en français, vous les professeurs, ce n'est pas un reproche, le français n'est pas enseigné. Et vous particulièrement, professeur Jean-Claude, vous exigez que vos élèves s'expriment en français, contradiction. Pour vous, le créole n'est pas une langue peut-être. Le créole est une langue. Oui. Personne ne peut nier que le créole ne soit une langue. Le créole, c'est une langue. Oui. Mais, si vous faites un enseignement en français, il faut que des élèves connaissent le français. Si les élèves ne connaissent pas le français, c'est pas parce que les élèves connaissent le créole. Les élèves ne connaissent pas le français parce qu'on ne leur a... Parce que, et au niveau de l'enseignement primaire, et au niveau de l'enseignement secondaire, on ne leur a jamais appris le français. Voilà le problème. Le problème n'est pas un problème de langue. Les élèves auraient pu passer un baccalauréat en créole et ne pas réussir. Un problème de réflexion. C'est un problème de réflexion. C'est tout simplement. Le problème de créole, c'est une toute autre question, n'est-ce pas? Mais,
il arrive ceci, si des élèves arrivent en philosophie et qu'ils ne soient incapables de faire une phrase française, personne ne me fera croire. C'est parce qu'ils parlent créole. C'est peut-être parce qu'on leur enseigne en parce français, que on n'enseigne pas le français. On n'a jamais enseigné le français comme on devait l'enseigner le français. Parce que ceux qui étaient chargés d'enseigner le français n'étaient pas capables de l'enseigner. Disons la chose brutalement. Et ça persiste encore. Et non seulement ça persiste davantage. Car maintenant, sous le couvert, n'est-ce pas, du créole, on commet des crimes. Car j'ai vu des élèves arriver en classe de 6e qui ne savaient pas écrire. Ça, il faut qu'on le sache aussi. Oui. Alors, s'ils ne savent pas écrire, de quelle langue ils vont écrire? Oui, c'est ainsi que vous posez le problème. Moi, c'est pas ainsi que je pose le problème, mais c'est ainsi que le problème est posé. Le problème doit être posé si ce problème ne se ramène pas à une sorte de mythe, d'idéologie. C'est-à-dire une façon habile de cacher un problème réel sous de fausses explications verbales. Alors, professeur Jean-Claude, vous êtes un professeur de carrière, on le sait, vous enseignez la philosophie bien avant votre départ pour les États-Unis et la France, au lycée Pétion, au lycée Toussaint, aujourd'hui encore dans nos collèges et à l'école normale. Oui. Vous êtes docteur en philosophie et les philosophes aiment écrire. Mais vous, on ne vous connaît que dans le milieu scolaire. Auriez-vous peur d'écrire? Oh, peur d'écrire. D'ailleurs, j'ai écrit, j'ai prononcé beaucoup de conférences, n'est-ce pas? J'ai écrit, j'ai prononcé beaucoup de conférences et je suis, n'est-ce pas, encore en train d'écrire. Je prépare depuis près de 10 ans un livre sur les mythes haïtiens et leur signification. Les mythes haïtiens. Les mythes haïtiens et leur signification. Mais un professeur n'a pas le temps d'écrire n'importe quoi. Un professeur est essentiellement, comme dit Pascal, comme dirait Pascal. Pascal dit tout le malheur de l'homme vient de ce qu'il ne veut pas rester assis dans une chambre. Eh bien, un professeur est un monsieur qui reste assis dans une chambre et avec un livre. Qui n'a pas assez de temps pour écrire. Qui n'a pas assez de temps pour écrire et encore moins assez de temps pour être dans les fêtes, n'est-ce pas, dans des histoires de ce genre. Et c'est peut-être dans ce sens que vous avez dit une fois, dans le domaine de l'enseignement, j'ai élevé le temple de ma vie et on y construira mon tombeau. C'est ça, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est exactement ce que je viens de... Et sur ce tombeau, qu'est-ce qu'on doit écrire? Un professeur Jean-Claude a tellement aimé l'enseignement qu'il y a consacré sa vie et trahi la tradition des philosophes en n'ayant rien laissé qui aurait pu contribuer au progrès de la pensée philosophique que son nom et son doctorat en philosophie dans un tiroir peut-être. Vous serez donc un mythe philosophique vous aussi. Peut-être. Mais j'aimerais plutôt qu'on écrive C.J. Jean-Claude qui ne fut jamais rien excepté professeur. Alors, professeur Jean-Claude, nous avons abordé le problème de la philosophie qui est un champ vaste et passionnant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit dire à ceux qui vous suivent et qui se sont versés dans le domaine de la philosophie? C'est-à-dire, moi, personnellement, je ne peux rien dire à personne, reconnaissant l'autonomie de chaque personne, n'est-ce pas, sa liberté de conscience. Cependant, abstraitement, je dirais, n'est-ce pas, aux professeurs que c'est un métier sévère. C'est un métier qui exige une discipline draconienne, car c'est un métier chargé de responsabilité. Et c'est un métier surtout qui exige du dévouement. Il y a deux êtres infiniment altruistes, disait un grand professeur, d'ailleurs c'est Georges Ibert, le professeur et le pélican. Et ces deux êtres-là se donnent les deux. Oui, mais ce sont des exigences qui s'imposent aux professeurs compétents. Mais un professeur qui n'est pas compétent n'est pas un professeur, c'est une caricature de professeur. La question ne se pose même pas. Et pour cela, n'est-ce pas, il faut aussi qu'il y ait des institutions qui préparent des professeurs. Voilà pourquoi une école comme l'école normale,
C'est une institution qu'on devrait soigner. Mais soigner... Là, vous enseignez à l'école normale. J'enseigne à l'école normale. Et pourquoi on doit soigner l'école normale? Parce qu'elle n'est pas assez soignée. Voilà. Pour terminer cette émission sur la philosophie, nous allons choisir cette pensée de Bertrand Russell. La philosophie actuelle doit participer à l'élaboration d'une nouvelle éthique de la vie individuelle et collective. Elle ne peut le faire qu'en se reliant directement aux problèmes réels de notre époque. Bonsoir et à bientôt pour une autre émission de Formation Centre.